Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, quelle éthique pour la ville? Comment pourrait-elle guider la main de l'urbaniste? Avec le sociologue américain Richard Sennett, notre invité. Il est professeur à la London School of Economics et à la New York University, figure de la critique sociale. Après ce que c'est la main sur l'artisanat et ensemble sur la coopération, il publie aujourd'hui chez Albin Michel Bâtir et habiter pour une éthique de la ville, et clôt ainsi la trilogie qu'il a entamée sur le rôle social de l'homo faber. Bonjour à vous, Richard Sennett. Bonjour. Merci d'être avec nous et bonjour à votre voix française, Robert Wolfenstein. Bonjour. Bonjour. Bâtir et habiter, Richard Sennett. Comment l'inscrivez-vous, ce nouveau livre, dans le prolongement de vos précédentes réflexions sur l'artisanat, puis sur la coopération? Comment la question de la ville est-elle apparue comme la pièce manquante? Bon, je vais reprendre en anglais, si vous pouvez, parce que mon français est très faible. Robert, this is the conclusion of Bien, effectivement, c'est le troisième et dernier volume de cette trilogie. En fait, ce que j'essayais de faire, c'était de considérer les gens comme des faiseurs, des constructeurs, du homo faber. It's rooted in my position as Cette démarche s'appuie sur ma position en tant as a pragmatist que philosopher, philosophe, disons, which is about pragmatiste, concrete experience. en s'appuyant effectivement donc sur des expériences vécues, des expériences concrètes. So in this book, Donc, ce que j'essaie de faire dans cet ouvrage, c'est finalement d'arriver au terme d'un travail de réflexion, de compréhension sur la façon dont les gens construisent, font des choses, comment ils coopèrent les uns avec les autres, comment les gens travaillent ensemble sur des projets spécifiques et enfin comment ils aboutissent à un environnement spécifique, comment ils construisent un monde autour d'eux. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui à nouveau questionner la place du fer dans la ville, dans la cité. Comment l'homo faber, l'homme du fer, pourrait-il se comporter dans la ville? Comment doit-il envisager sa pratique? Il y a un mot qui revient souvent avec vous, Richard Sennett, c'est le mot de modestie. Qu'entendez-vous par là? Je choisis effectivement ce terme de modestie. Pourquoi? Parce que, disons qu'il y a un conflit inhérent à la façon dont les lieux sont construits et la façon dont on y habite. Et ce conflit oblige finalement l'urbaniste à rester modeste devant ce qui pourrait paraître comme un conflit insurmontable. C'est à lui ou à elle de voir comment il détermine la vie des autres, ceux qui sont amenés à vivre dans ces lieux. Et j'établis le distinguo dans cet ouvrage entre le fait de vivre de manière ouverte ou fermée. Et pour arriver à cela, il faut également une certaine modestie. Le fait d'être ouvert aux autres signifie une certaine humilité, ne pas être agressif, etc. Donc, c'est surtout pour établir un dialogue entre les urbanistes et les citadins, c'est-à-dire qu'on essaie de fonctionner de manière ouverte en n'étant pas agressifs les uns envers les autres, ou en tout cas dans sa façon de se comporter. Et vous réfléchissez, ce faisant, chemin faisant, sur la relation entre l'urbaniste et le citadin. Et vous écrivez, l'urbaniste doit être le partenaire du citadin et non son serviteur. Comment donner une forme spatiale à la justice? C'est aussi la question que vous soulevez dans ce livre. C'est la question en fait de la mixité, celle de l'intégration, entre autres. Vous dites que les valeurs de l'urbaniste et celles du citoyen ne s'accordent pas toujours. Est-ce qu'il faut forcément essayer de les réconcilier? Vous savez, je ne pense pas malheureusement qu'on puisse véritablement réconciler les valeurs du citoyen avec celles de l'urbanisme. Parce que, voyez-vous, il y a une notion de pouvoir. Le pouvoir a un effet comme assez perturbant sur les gens qui l'exercent. Et souvent, la façon dont les gens entendent vivre est souvent peu éthique. Je pense à ces communautés murées qu'on appelle, dans le langage anglo-saxon, les gated
communities. C'est une façon de vivre en quelque sorte en vase clos et c'est souvent de cette façon que les gens préfèrent vivre. En tout cas, c'est ainsi qu'on conçoit souvent de nouvelles formes d'habitation. Mais les urbanistes ne devraient pas concevoir ce genre de choses. À mon avis, c'est une erreur de vivre dans ce genre de communauté isolée. Donc, ce que j'essaie de faire comprendre ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est concret, qui est réel, et pas simplement idéologique. C'est-à-dire qu'il y a des contradictions inhérentes entre le fait de construire un environnement bâti ou construire ou y vivre, de même quand on fabrique un objet et on utilise cet objet. Mais il faut essayer de trancher. Alors évidemment, c'est un peu naïf de se dire on va résoudre le problème d'un seul coup. Vous donnez un exemple qui est assez parlant sur cette question de l'introduction de la justice sociale dans la ville, celui de l'école qui devait être construite dans un quartier de Boston. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter C'était un quartier qui était tout à fait blanche et la loi oblige que des enfants noirs entremêlent. Et c'était à nous de désigner les espaces pour conduire les petits noirs aux blancs. C'était une recherche de quelque chose qui est emblème de la justice, mais que la communauté blanche refuse totalement. Et donc, le problème, c'est, on m'a posé la question, bon, vous êtes urbaniste, pourquoi vous avez le droit d'imposer les Noirs sur nous? C'est une question presque universelle dans les villes. Mais j'avais la justice de votre côté. Donc, il y a une contradiction entre la liberté, la justice et la démocratie. Et ça, c'est fondamental aux questions de planification et d'urbanisme, que c'est impossible à réconcilier dans une manière qui crée une ville qui est à la fois juste et désirable par les habitants. Et c'est le conflit que j'explore dans mon livre. Voilà, et vous racontez, parce que pour comprendre le rôle de l'urbaniste sur cette question, avec cet exemple de l'école dans le quartier de Boston, c'est qu'il a été question de construire un parking pour que le bus, les cars qui amenaient les enfants afro-américains dans ce quartier à dominante blanche puissent arriver. Or, les habitants se sont opposés à la construction de parking, mettant en avant l'importance de construire plutôt des espaces verts, ce qui du coup fermait la porte à ces écoliers-là dans ce quartier-là. Voilà comment en fait l'urbaniste se retrouve à devoir trancher des questions qui sont bien au-delà de la question du béton et de la configuration du quartier, mais se retrouve avec des questions de justice, de liberté et d'éthique. Et on va y venir puisque cette notion-là est au cœur de votre réflexion. Quel souci éthique appliqué à la ville? Vous formulez la question ainsi: l'urbanisme doit-il représenter la société telle qu'elle est? Doit-il tenter de la changer? En somme, que sommes-nous en droit d'attendre d'une ville aujourd'hui? Et pour comprendre notamment ces notions de ville fermée, ville ouverte, Richard Sennett, vous procédez à un bref rappel historique. Est-ce que, en 2-3 temps, vous pouvez revenir sur les figures fondatrices de l'urbanisme pour nous? Ils sont 3. Vous préférez en français? Non, there are 3 of them that, effectivement, il y a 3 grandes figures fondatrices de l'urbanisme et qui sont, disons, importantes pour bien comprendre cette évolution. Haussmann, Cerda, à Barcelone, et Frédéric Olmsted à New York. Donc. Olmsted et Cerda étaient de sensibilité de gauche. Ils voulaient avoir une vision de la ville dans son ensemble, quelque chose qui pourrait être partagé par tous les citadins.
Alors, nous savons que Haussmann ne partageait pas cette vision, mais enfin, ce qui est assez ironique par rapport à l'œuvre d'Haussmann, c'est qu'il a créé finalement une ville dans laquelle, finalement, tout le monde pouvait partager cet espace de manière, disons, plus populaire, littéralement. Ce qui réunit finalement ces trois pères fondateurs, en quelque sorte, c'est qu'ils travaillaient sur la notion du plan plutôt que du projet. Je m'explique, c'est-à-dire qu'ils examinaient la ville dans son ensemble plutôt que tel ou tel projet spécifique. Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est un urbanisme qui s'appuie justement sur les projets individuels plutôt que les plans d'ensemble. C'est-à-dire que on s'intéresse à un type particulier d'immeuble qui ne tient pas trop compte du contexte, de l'histoire, de l'écologie, etc. Ça, c'est une espèce de... cette planification projet par projet est une invitation à l'exploitation capitaliste internationale de la ville. Pourquoi ? Parce que vous aurez un investisseur, disons, en Chine, qui peut décider d'injecter des fonds dans un projet à Paris sans avoir à s'interroger sur le contexte et les gens qui habiteraient autour de ce projet. Donc ça, c'est quand même un contraste fondamental entre d'un côté les fondateurs qui avaient une démarche politique certes peut-être différente, mais qui tous les trois souhaitaient unifier la ville, alors que les investissements qu'on voit actuellement dans les villes sont très différents. Et vous revenez également, Richard Sennett, sur la distinction entre ville et cité, pour en saisir les enjeux, comprendre aussi ce qui se joue aujourd'hui. Il faut peut-être déjà en revenir aux mots et à la définition, et après on va en venir au divorce. Quelle différence entre la ville et la cité, Richard Sennett ? La ville, c'est le bâti, et la cité, c'est le mode d'y habiter. D'origine, ils étaient ensemble. C'était une question d'échelle, que la ville est le somme et la cité, c'est une partie. Mais maintenant, ça distingue l'œuvre de faire quelque chose de matériel et l'effort de l'habiter. Et c'est une contradiction, comme nous discutons avec le Boston, ce que la ville, les planificateurs du ville, les urbanistes du ville, prend le voie de justice, mais la cité, c'est-à-dire les citoyens blancs, prend le voie de l'injustice. Et c'est ces contradictions et conflits qui me concernent dans ce livre. Comme quand j'ai fait le livre sur l'artisanat, je me concerne avec le fait que souvent les inventions particulières qui sont inventées avec n'importe quelle idée de leur usage devient malin ou destructrice en l'usage. C'est la même différence avant le fait et le vécu. Il y a deux manières de penser la ville aujourd'hui. Il y en a peut-être beaucoup d'autres, mais en tout cas deux idéologies. La première, c'est un mot de... La première est contenue dans la charte d'Athènes. Vous évoquiez tout à l'heure la différence ville fermée, ville ouverte. Je vous propose d'écouter à ce sujet les mots de Ricky Burdett. Vous le connaissez bien. Il est professeur à la London School of Economics, également spécialiste des interactions entre le monde physique et le monde social des villes. Il revient dans cet extrait que vous allez entendre sur la charte d'Athènes, sur le thème de la ville fonctionnelle. C'était une charte publiée en 1933 sous l'égide de Le Corbusier comme l'aboutissement du 4e congrès international d'architecture moderne. Pour expliquer la charte d'Athènes qui a été plus ou moins conçue en 1933, il faut probablement remonter un peu avant. Le début du XXe a été pensé comme l'âge des machines. De nouvelles formes de production commençaient à émerger et affectaient la vie de chacun. Les voitures commençaient à dominer les rues. On se déplaçait dans les villes et à travers le monde.
Donc si vous croyez dans l'âge des machines et dans les principes de rationalité, que faites-vous? Vous faites le ménage, et vous le faites en prenant toutes les différentes fonctions et en les isolant. Vous faites dormir les gens ici, vous les faites travailler là, vous les envoyez se divertir là-bas, et vous connectez le tout avec de jolies voies express pour les voitures. C'est ce que Le Corbusier imaginait pour Paris. Construire la ville comme une machine, mettre les gens dans des tours disposées en forme de croix pour que l'air circule et améliore la santé des gens. Mais ce qui a été détruit dans ce processus, c'est la rue, la continuité et le sens de la cohésion. Ah, C'est dédié pardon, à Ricky Burdett. À Ricky Burdett, pardon. voilà. Alors, extrait du documentaire des Quito Papers qu'on vient d'entendre. Il y a là, dans ce qu'évoque à l'instant Ricky Burdett, une conception de la ville que vous avez contredit ensemble des années après, vous, Ricky Burdett et Saskia Sassen, en essayant de penser la ville totalement autrement. Qu'est-ce qu'il y a dans la charte d'Athènes qui ne marchait pas juste, pour le dire comme ça, Richard Sennett? Il n'y a aucune signification donnée à l'informel. Et enfin, c'est un effort de clarifier la ville, le plan de la ville, les modes de vie, de les clarifier au lieu de reconnaître que la complexité et l'informalité sont les racines de la vie urbaine. Et c'était un effort, c'était une œuvre qui est très importante, mais ça ne convient pas à les modes d'ouvrir la ville maintenant, qui doit une recherche, une expérimentation avec le possible au lieu de le fait, avec expérimentation au lieu de quelque chose qui est déjà établi. Le Quito Papers était pour nous pas simplement une déclaration contre la Charte d'Athènes, c'est de donner aux Nations Unies, l'ONU, une direction pour garder dans les villes nouvelles, comme Shanghai ou Delhi, des modes de vie qui sont informels. Et du point de vue de Corbusier, sans doute, désorganisé. Mais l'informalité, c'est un mode de permettre des gens qui n'ont pas d'argent, qui sont à la base de la société, de s'établir dans la ville. C'est pourquoi nous avons fait cette contre-charte, voilà. Yeah. 1933, la charte d'Athènes, et 2016, la charte de Quito. Qui donne son nom à ce documentaire d'où était extrait la voix de Ricky Burdett. Et effectivement, cette charte de Quito, vous l'avez pensée tous les trois ensemble, sous l'égide de l'ONU, avec au cœur de cette charte la question de la ville ouverte. C'est une ville où ses habitants doivent pouvoir gérer sa complexité. Comment expliquer ce terme de complexité? C'est-à-dire qu'on sent qu'au sein de cette ville ouverte, il y a deux notions fondamentales, celle de proximité, valoriser la proximité contre l'optimisation, et la notion de complexité qui doit pouvoir être gérée par les habitants, Richard Sennett. Exactement. Et dans ce livre, j'ai essayé de le faire plus... I have to say this in English.
Dans cet ouvrage, j'ai essayé de représenter ça de manière plus concrète, en me focalisant directement sur la façon dont la complexité est vécue. C'est un petit peu à la marge entre les communautés et la fonction, les fonctions de la ville. C'est une notion plutôt de porosité dans la ville, plutôt que l'idée de séparer les choses très clairement les unes des autres. Et cette porosité est particulièrement importante pour les habitants pauvres d'une ville. Il est important qu'ils puissent avoir accès de manière informelle aux activités de la ville, aux autres habitants, dont ils seraient sinon séparés par une espèce de ségrégation insurmontable. J'ai essayé de me distancier par rapport à la Charte d'Athènes en montrant comment les choses pourraient se passer en fait dans une ville. Invité jusqu'à 13h30 de la grande table, le sociologue américain Richard Sennett, à l'occasion de la parution de son nouvel ouvrage « Bâtir et habiter », c'est chez Albin Michel. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Dans cet essai, Richard Sennett, vous essayez de réconcilier ville et cité qui vont au XXe siècle se tourner le dos, l'urbanisme comme discipline se muant, comme vous l'écrivez, en une communauté murée. À quoi ressemblerait aujourd'hui, selon vous, la ville, cité idéale ? On peut repartir peut-être de la pensée de quelqu'un qui vous est cher aussi, qui vous a beaucoup nourri, c'est Mumford. Revenir aussi à partir de ce documentaire La cité idéale sur ce que préconisait l'historien américain Lewis Mumford dans son ouvrage. Et on va commencer par un extrait de La cité idéale sur les pistes d'avenir que cela peut ouvrir. On est alors en 63 et une idée novatrice prend le jour. Dans la plupart des banlieues, rues, allées et garages dévorent un bon tiers de l'espace disponible. Des garages souterrains libéreront le sol en faveur de passages tranquilles ouverts au seul piéton. Chaque pavillon à terrasse est agrémenté d'un jardin particulier à l'arrière. Une idée qui n'est pas neuve, mais qui mérite d'être répandue, est celle du square résidentiel, havre de verdure et de calme. L'anarchie individuelle doit faire place à une utilisation rationnelle de l'espace. Là, on entend l'opposition entre rationalité, l'utilisation rationnelle de l'espace. Est-ce que vous plaideriez pour cette rationalité aujourd'hui ou au contraire pour une forte dose d'anarchie ? Je pense que moi je serais là, sur ce point-là, contre Mumford. Sur ce point. En effet, cette cité idéale, en fait, c'est une ville morte, telle qu'il l'a décrit. Ainsi, on traduisait cela en termes contemporains. On parle maintenant de la ville intelligente, la Smart City. C'est une ville, en tout cas, dans l'esprit de Mumford, dans son idée de la ville idéale, cette ville intelligente, c'est une ville où tout est prédéterminé à l'avance. On en a un exemple avec Aksandu en Corée. C'est une ville extrêmement tranquille, certes, tout est parfaitement maîtrisé, mais c'est une ville que les gens détestent. Parce qu'il n'y a aucune stimulation, il n'y a aucune vie. On ne peut pas simultanément concilier, disons, une ville vivante et une ville en paix. Il faut choisir. Il faut choisir entre la paix et la vie. Alors, lui, il avait peut-être d'excellentes raisons. Il a opté pour la ville pacifiée. Parce que lui, quand même, il faut se rappeler qu'il sort d'une génération, d'une période où la lutte de classe, le conflit de classe entre les habitants d'une ville était destructeur. Et pour lui, la façon de gérer ces conflits, plutôt que d'imposer une mainmise totale sur la ville ou une forme de pacification, c'était créer cet espace de paix. Alors, on peut recréer cette même idée avec la ville intelligente, avec un espace high-tech, mais ce faisant, nous perdrions, disons, la possibilité d'être simulés par les autres, d'expérimenter de nouvelles choses, de tenter les choses qui pourraient échouer. Sur l'autel de la tranquillité, nous
sacrifierions la possibilité de conflit, mais partant la vie. Dans ma propre expérience, j'ai pu voir que le conflit peut être pris à bras-le-corps, organisé de telle sorte qu'il ne dégénère pas en violence. Ça, c'était l'objet de mon ouvrage sur la coopération, c'est-à-dire comment le conflit qui peut être présent dans un groupe ou dans une ville, en l'occurrence, comment celui-ci peut-elle être géré de telle sorte qu'il ne soit pas finalement récupéré par les éléments violents. Vous avez une illustration de cela avec le mouvement des Gilets jaunes, mais on le retrouve ça partout. Alors il existe des techniques justement pour éviter cette dégénérescence du conflit et d'organiser l'espace urbain pour ce faire, mais quand même, ça n'est pas la même mentalité qui consiste à dire que la bonne ville, c'est la ville dans laquelle règne la paix, de manière un petit peu naïve. En fait, par exemple, ce qui se passe à Hong Kong, à mon sens, est salutaire. Alors, je ne sais pas comment cela aboutira, je ne sais pas non plus ce qu'il adviendra des Gilets jaunes, mais il est essentiel à Hong Kong que ce conflit ait pu s'exprimer, qu'il puisse être visible dans les rues de Hong Kong, qu'il puisse être visible. Alors que pour les autorités, l'idée c'est que si rien ne se passe, tout va bien. Et dans ce cas-là, la ville est bonne. Bon, cette démarche, à mon sens, est erronée. C'est salutaire et les espaces qui ont été occupés en France avec les Gilets jaunes ou à Paris les samedis lors des grandes mobilisations et à Hong Kong avec notamment l'aéroport, ces lieux occupés ne sont pas anodins. Ils disent quelque chose des villes d'aujourd'hui aussi. Oui. L'aéroport, par exemple, pour vous, à Hong Kong, quelle valeur il a aujourd'hui, quelle signification? Il faut quand même voir que les autorités ne vont pas veiller à ce que l'aéroport reste ouvert et les manifestants également. Je crois qu'on essaie de symboliser par l'aéroport le lieu d'ouverture au reste du monde. Par contre, là, il y a peut-être une source de confusion parce que on le voit aussi bien à Lagos au Nigeria ou à Delhi en Inde. Dès qu'un conflit devient manifeste dans la ville, on se dit que tout l'ordre va s'effondrer. Ça, c'est la logique de la maîtrise d'une ville, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contenir, gérer le conflit pour le laisser évoluer de manière naturelle. On se dit qu'inévitablement, il deviendra violent, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. En fait, alors, on s'éloigne un peu de la notion de construire la ville, mais on s'interroge ici sur la façon dont on peut habiter une ville de telle sorte que l'on puisse accepter le fait que la ville est un espace contradictoire. Et c'est aussi un espace politique, ce qui peut interroger le pouvoir dans la ville. On va remonter aux origines de la ville avec un deuxième extrait de cette série documentaire La Cité idéale, inspirée de la cité à travers l'histoire de Mumford, qui explore cette fois le problème de l'extension des métropoles. On retourne aux origines de la ville, il y a 5000 ans en Mésopotamie. Au cours des siècles, les villages se multipliaient, les réseaux de canaux se ramifiaient, la vie devenait plus complexe. Des problèmes d'organisation se posèrent. Les faiblesses de la société villageoise devinrent plus évidentes. Méfiance, isolement, sclérose. Pour faire face aux problèmes nouveaux, le Conseil des anciens de la bourgade apparut sans doute une machine lourde et peu adaptée aux exigences modernes. Dans le désarroi général, il est vraisemblable qu'on ait alors fait appel aux chasseurs nomades pour l'investir d'un prestige et d'une autorité dont le paysan éprouvait la nostalgie. Sous sa ferme direction, devait s'accomplir la lente métamorphose du village rural en une structure plus dynamique et plus complexe, la ville. La ville, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la ville ? Qu'est-ce qui tient la ville ? Est-ce que ça doit être le chef ? Est-ce qu'il faut repenser le pouvoir aussi au sein de la ville ? Ou l'homme, les hommes qui l'habitent ? Le pouvoir ou le nombre ? Ma préférence, ça serait de construire une ville ouverte
du bas vers le haut, pour ainsi dire. Mais dans l'exemple de Boston que nous avons évoqué tout à l'heure, quelquefois, effectivement, c'est de haut en bas que la construction doit se faire. C'est un problème qui me préoccupe maintenant parce que je suis retourné aux Nations Unies autour d'un projet sur les villes et le changement climatique. Comment intégrer, comment gérer ce changement climatique? Est-ce qu'il faut avoir une approche bottom-up ou bien faut-il imposer d'en haut, si vous voulez, des règles qui s'appliqueraient à tout le monde? Et plus généralement, la question est de savoir si on peut gérer le changement climatique de manière démocratique, ou bien est-ce que cette urgence nécessite des mesures d'urgence qui seraient imposées donc d'en haut. Alors c'est une question que nous nous posons et on essaie apprécier les tenants et aboutissants dans notre démarche actuelle. On essaie de voir si depuis la base, il est possible de gérer cette crise sans inévitablement se retrouver avec cette situation de maîtrise de haut en bas. Dans un système plus autoritaire aussi. Donc de réfléchir à comment porter cela par le bas, donc comment la ville pourrait être aussi le support de ces actions-là. On est à quelques jours de la réunion des 40 maires des grandes villes, des mégapoles mondiales, les City 40, World Mayors Summit, qui va se tenir cette année à Copenhague et qui a aussi une déclinaison, une branche climat. Les maires des grandes villes rêvent aujourd'hui de pouvoir refaire le monde et de pouvoir diriger ces grandes cités et à travers elles la conduite du monde. Est-ce qu'ils sont peut-être la solution? Est-ce qu'il faut redonner d'abord le pouvoir aux villes aujourd'hui pour vous, Richard Sennett? La question, c'est... I have to answer you in English. Sorry. The question is twofold. En fait, c'est une question double. La question est de savoir si les villes peuvent faire des choses que les nations ne peuvent pas faire. Ça, c'est une question qui se pose en particulier aux États-Unis, parce que les Américains ont un président qui ne veut pas s'occuper du changement climatique. Alors, dans ce cas-là, est-ce que les villes, à titre individuel, entre guillemets, peuvent se saisir du problème? Ça, c'est l'un des aspects de la question. L'autre aspect, c'est que chacun voit midi à sa porte, chacun déclare le changement climatique en préconisant des mesures très modestes. Les mesures que prennent les villes sont très limitées. On dit qu'il y a un changement climatique et pour gérer le problème, on crée un comité qui va étudier l'urgence. Alors que non, ce n'est pas des comités, c'est d'actions dont nous avons besoin, d'actions décisives. Et la question est de savoir d'où viendra cette action, qui mènera cette action. Est-ce que cette action vient des villes elles-mêmes? Moi, je doute. Disons que la classe politique se saisira suffisamment tôt de la question. C'est la raison pour laquelle, justement, la question démocratique se pose. Les citoyens vont décider de faire ce que la classe politique n'osera pas faire, parce que les déclarations qu'on voit sont très faibles. Merci beaucoup à vous, Richard Sennett. Bâtir et habiter, troisième volet donc de votre trilogie. Votre nouvel essai vient de paraître chez Albin Michel. Un grand merci à vous aussi, Robert Wolfenstein, pour votre traduction et à toute l'équipe de La Grande Table pour cette nouvelle très belle semaine. À Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez qui ont programmé et préparé cette Grande Table des idées. À Oriane Delacroix et Henri Leplan qui ont programmé et préparé la Grande Table Culture avec l'aide toujours précieuse de Sophie Martin et de François Bréus. À la réalisation aujourd'hui, c'était Gilles Blanchard avec Jordan Fuentes et à la vidéo, Clément Daté. Je vous souhaite un très bel après-midi et bien sûr un très bon week-end sur France Culture.